Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire Twin Medical qui, comme vous le savez, portera sur la thématique de la simulation virtuelle et notamment de ce qu'elle peut apporter pour développer l'expertise des apprenants. Voilà. Donc, la présentation sera organisée en 2 temps. Le premier temps, c'est moi qui aurai le plaisir de l'animer et l'idée sera de vous présenter la solution Body Interact en tant que telle. C'était des demandes qui ont été remontées des différents échanges de mails qu'on a pu avoir tous ensemble. Donc cette première partie de 10 minutes à peu près sera dédiée au fait de vous présenter l'outil. Et ensuite, le docteur Baptiste Balança des HCL présentera donc la partie, j'allais dire scientifique, universitaire et les valeurs ajoutées et les limites qu'il a pu trouver à ce type d'outil dans son enseignement. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre à ce moment-là tout de suite et je passerai la parole à Baptiste à la fin de cette courte introduction sur l'outil. Donc, en 2 mots, hop. Donc Body Interact qui est, comme vous le savez, un simulateur de raisonnement clinique. Une courte présentation, donc Twin Medical, dont je suis le fondateur et le directeur, a été fondé en 2012. Donc, en fait, cette année, nos 10 ans, on est basé à Angers et on est spécialisé dans la distribution d'outils de simulation pédagogique pour le domaine médical et paramédical. Dans le cadre de cette présentation, ça me semblait intéressant de vous présenter également Body Interact, qui est l'éditeur de la solution dont on va parler, une société qui a été fondée, elle, en 2008, un petit peu plus ancienne, basée à Coimbra, au Portugal, et qui est spécialisée en fait dans l'édition d'outils numériques d'enseignement en santé. La petite particularité et l'information qui me semble intéressante de partager avec vous, c'est que récemment, Body Interact a été acquise par une société qui s'appelle Medisub qui est une société française, donc Cocorico. Donc, bien que les équipes de développement soient toujours basées à Coimbra, on a la chance de pouvoir finalement quelque part travailler avec une solution française aujourd'hui. Donc, le concept de Body Interact, il est relativement simple, hein. Ça reste une solution pédagogique destinée à l'enseignement du raisonnement clinique et qui va en fait se servir de différents patients ou scénarios pour pouvoir euh, transférer ses compétences et ses connaissances. Les utilisateurs qui sont concernés, là, vous allez voir que c'est assez large. Finalement, sur la même plateforme, on va être capable d'adresser aussi bien des étudiants de faculté de médecine, les écoles d'infirmières également, ce qui peut avoir du sens dans la mesure où, en plus, aujourd'hui, ces deux types d'entités sont regroupés dans les mêmes universités, les ambulanciers, mais également l'imaginer en formation continue ou dans le cadre d'ECOS. Donc une palette en fait d'utilisateurs ou de cibles potentielles qui est très large et qui est rendue possible par le fait qu'on va avoir des scénarios qui vont se dérouler dans 3 types d'environnements principaux. Le préhospitalier, dans la rue, chez le patient, la consultation également, qui nous est de plus en plus demandée, qui rencontre un franc succès, et également le travail en salle d'urgence. Les spécialités, alors la solution est multidisciplinaire par définition, hein, par rapport à ce que je viens de vous montrer. Elles sont vraiment trop nombreuses pour toutes les détailler. Je vais y revenir plus tard, mais on a plus de 600 cas en fait, hein, qui sont aujourd'hui disponibles. Donc forcément, votre spécialité est couverte. Donc jusqu'à présent, les éléments que j'ai pu vous donner, ça a pu peut-être vous faire écho ou vous faire rappeler d'autres présentations de confrères ou d'autres sociétés. Donc la question en fait que je vais poser, qu'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est cette solution-là qui a été choisie par des sociétés savantes de renom comme l'ERS ou l'American College of Cardiology, et pourquoi est-ce que finalement c'est la solution qui a explosé et qui est devenue la référence en termes de raisonnement clinique dans le monde. Pour rappel, on équipe aujourd'hui plus de 300 universités et hôpitaux à travers le monde, à travers donc du coup 170 pays, et surtout ce qui est très impressionnant, c'est en bas à gauche le chiffre en fait de 220 000 utilisateurs sur une base régulière d'enseignants et d'étudiants. Donc il y a forcément une raison qui explique le succès qui n'arrive jamais par hasard. Et selon nous, en fait, c'est dû en fait à 3 axes de différenciation majeurs, vraiment qui distinguent en fait cette solution des autres. La première différenciation, elle est liée à une intelligence artificielle physiologique. C'est-à-dire que les scénarios qu'on propose sont dans des environnements qui sont complètement ouverts. C'est-à-dire que le patient commencera toujours de la même manière, il finira jamais 2 fois de la même manière. Il va dépendre, en fait, son état final va dépendre de la qualité de prise en charge, de la réaction, de l'ordre dans lequel j'ai effectué mes gestes ou mes questions.
Ce qui veut dire également qu'un scénario dans lequel n'était pas prévu l'injection de tel médicament, vous pourrez quand même le faire et le patient réagira ou surréagira en fonction de cette nouvelle donnée. Donc, le scénario est vraiment complètement ouvert et on n'est pas dans un arbre décisionnel binaire avec oui, non, j'ai utilisé le bon outil ou pas, dans le bon ordre ou pas. C'est vraiment une prise en charge de patient telle qu'on pourrait la concevoir dans la vraie vie. Donc, premier axe de différenciation, l'intelligence artificielle physiologique et non des algorithmes binaires. Le deuxième axe de différenciation, alors je l'ai appelé pragmatique. J'y tournais pas mal autour du pot, je ne vais pas vous mentir pour trouver le bon nom. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est une solution qui, comment dirais-je, une bonne solution, en tous les cas, selon nous, c'est une solution dont on se sert. Ce n'est pas une solution qui prend la poussière sur une étagère ou au fin fond du disque dur d'un ordinateur. C'est une solution en fait, qui est à la portée à la fois des enseignants et des apprenants. Donc pour ça, en fait, le problème a été pris à l'envers par l'éditeur et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en vous disant, voilà, on vous montre un ou deux exemples, et puis après, derrière, vous avez une plateforme dans laquelle vous pourrez construire vos scénarios sur mesure, dans le moindre détail, etc. On peut le faire aussi, d'accord? Mais en tous les cas, la philosophie aujourd'hui, elle est plus en fait de vous fournir, enfin de fournir en tous les cas, des scénarios qui soient prêts à l'emploi, et sur lesquels on va juste avoir à modifier à la marge pour vraiment s'adapter à votre pratique. Donc, au moment où on se parle, on a plus de 600 scénarios qui sont prêts à l'emploi et qui sont disponibles sur nos étagères, justement. D'accord. Sur ces 600 scénarios, donc, on va évidemment avoir une grande variété de patients qui va aller du nourrisson à l'adulte, en passant par la femme enceinte, la personne âgée. Et on va avoir également un niveau de difficulté qui va être variable et croissant, qui va aller des compétences fondamentales jusqu'à des prises en charge qui soient vraiment plus complexes. Ce qui rend également la solution pragmatique, c'est que tous les outils dont vous pourriez avoir besoin sont déjà à disposition. Donc, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Le monitoring en temps réel est là et il est réactif. On a plus de 80 examens physiques, 290 examens d'imagerie et de laboratoire, des gestes interventionnels. Alors, les gestes interventionnels, ça va être la pose d'une canule nasale, ça va être l'administration d'un repas, ça va être la pose d'un cathé, une base de données de plus de 600 molécules médicamenteuses qui sont à disposition là également. Donc encore une fois, tout ce package-là en fait fait déjà partie des scénarios qu'on propose. Ce qui rend également l'interface, enfin le système pragmatique ou utilisable au quotidien, c'est son interface. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour qu'on puisse se servir correctement d'un outil. Et dans notre cas, en fait, on n'a besoin que de 7 boutons. Donc, c'est ceux que vous trouvez là en bas sur la page: dialogue, examen physique, monitoring, test, appel, intervention et traitement. Avec ces 7 boutons, on sera capable de mener n'importe quel cas et vous allez y retrouver en fait l'ensemble des paramètres dont vous pourriez avoir besoin pour prendre en charge le patient virtuel. Donc, plutôt que d'en parler, je vous ai préparé une petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc voilà, typiquement, là, on est dans la boîte de dialogue pour poser des questions. Des questions qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais poser des questions, de nouvelles questions vont apparaître. La mise en place du monitoring, avec notamment du glucose, c'est un patient diabétique. Je peux également faire appel à de l'imagerie, on en a parlé juste avant. Donc voilà de l'échocardio que j'ai demandé et que je vais devoir maintenant analyser et intégrer dans ma réflexion clinique. Évidemment, toute la méthode ABCDE est reproduite, donc l'observation des voies aériennes, qui là va se faire de manière visuelle. Mais on peut également imaginer d'auscultation pulmonaire où là, le stéthoscope sera manipulé par l'apprenant et ça sera à lui d'interpréter le son qu'il entendra. Pareil, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que le temps nous est compté, mais les examens d'imagerie sont également disponibles et exploitables. Et puis évidemment, les injections de produits médicamenteux, donc là, un analgésique, de la morphine. J'avais mis en place un cathé, donc je peux faire un bolus intraveineux, sinon l'option serait grisée, il faudrait que je revienne en arrière. Et encore une fois, le patient et son intelligence artificielle va faire évoluer le scénario en fonction de l'ensemble de ces données. Donc une interface, j'allais dire, utilisateur hyper simple qui se prend en main très clairement en un essai, quoi. Une fois que vous avez fait un cas, vous n'avez plus besoin de nous pour pouvoir pratiquer. Et puis ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a eu vraiment, j'allais dire, un souci du détail, ou en tout cas une attention toute particulière qui a été également donnée aux interfaces de débriefing. Donc deux manières de débriefer, soit de manière chronologique. Donc là, je suis arrivé à la fin d'un scénario. Donc, on me demande de venir réaliser un diagnostic différentiel qu'on va me valider ou m'invalider.
Et ensuite, j'ai la possibilité d'avoir une première approche de débriefing de manière chronologique, comme je disais, donc les constantes du patient qui vont rester en haut. Et puis, je vais pouvoir faire défiler la timeline. Donc, on peut voir que les constantes du patient évoluent en fonction du temps. Et je vais ici retrouver l'ensemble des questions, des gestes, des médicaments, des examens que j'ai pu réaliser. Donc, c'est assez intéressant cette manière de débriefer si notamment on veut porter l'attention sur le fait qu'on ait mis trop ou pas assez de temps avant de déclencher telle ou telle intervention, ou qu'on veut s'assurer que l'ordre ait bien été respecté. Une deuxième manière de débriefer, c'est par un système de score. Donc là, sur mon cas, j'ai eu un score de 67% qui se décompose avec ces 3 sous-notes-là. Donc c'est vraiment une pondération, là, les 67%. Donc examen réalisé, activité diagnostique et de traitement. Et en rentrant en fait dans chacune des sections de manière, vous voyez, encore une fois, très simple, je vais voir ce que j'ai répondu et en fonction, enfin, de ce que j'ai réalisé plutôt, et en fonction de ce que j'ai réalisé, ce qui était attendu ou pas. Donc là, typiquement, j'avais demandé les biomarqueurs cardiaques. Ce qui était attendu également, c'était le CG de dérivation que je n'avais pas faite. Donc, encore une fois, même quelqu'un qui n'aurait pas suivi de formation de formateur, qui ne serait pas au top de la pédagogie, bien que je me doute que vous le soyez tous, peut très facilement en fait débriefer et tirer de la valeur ajoutée de ce temps qui est essentiel en fait dans la simulation. Donc voilà sur la partie pragmatique. Donc on l'a vu, l'intelligence artificielle physiologique, le pragmatisme de la solution, et puis le dernier axe de différenciation selon moi, j'ai appelé ça aussi pareil, l'accessibilité. Vous voyez, j'ai été assez créatif, mais ce que je voulais dire par là, c'est que la solution peut vraiment s'utiliser de partout et par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est multimodale, mais vraiment. Donc, on va la retrouver sur Windows, sur Mac, on va la retrouver sur iOS, donc iPhone, tablette, iPad, et sur Android. D'accord. Donc, l'exemple qui est donné dessous, c'est qu'on peut la retrouver sur des tables tactiles, on peut la retrouver sur des ordinateurs, des tablettes, voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on va vraiment pouvoir travailler quel que soit l'endroit où on se trouve ou la situation où on se trouve, que ce soit sur des TP, que ce soit sur des travaux de groupe, que ça soit seul, que ça soit en amphithéâtre également. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on va même pouvoir mixer ces situations grâce à une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le multiplayer et qui permet en fait à différents intervenants de travailler en temps réel sur un même cas. C'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un qui est dans son canapé et un autre qui est dans l'amphithéâtre et un groupe qui est en TP. Et ensemble, on va travailler et résoudre un cas de manière simultanée où chacun va pouvoir intervenir de son côté. Donc ça plaît énormément pour la partie distancielle, évidemment. Donc, les situations, on vient de les voir, et puis les usages, ils sont à la fois pour de l'entraînement ou de l'exercice pur, et ils peuvent également s'utiliser pour des validations, des certifications, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, avec l'idée de pouvoir à la fin valider et obtenir une évaluation de vos apprenants. Donc voilà, une plateforme qui est complète. Normalement, si j'ai bien fait mon travail à ce moment-là de la présentation, vous vous dites, mais c'est bien trop beau pour être vrai. J'ai envie de vous dire, moi je suis un commercial, donc ne me croyez surtout pas. Et n'hésitez pas à solliciter nos équipes pour pouvoir vous rendre compte de ce que ça peut donner et qu'on puisse vous organiser éventuellement une démonstration sur site à vous et à vos équipes. Voilà pour ma partie. Je vais maintenant passer la main et la parole à Baptiste Balança. Je te laisse te présenter et nous faire rêver. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Baptiste Balança. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Excuse-moi Baptiste, je vais t'interrompre, c'est très mal poli. J'ai oublié de vous le dire en introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera de les synthétiser et d'y répondre à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais en profiter pour essayer d'afficher le chat si je peux. Ouais, voilà. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Baptiste Balança. Je travaille à Lyon. Je suis anesthésiste réanimateur. Je travaille dans le service d'anesthésie et réanimation neurologique des Hospices civils de Lyon. Et puis, je vais bientôt être nommé comme MCUPH à la faculté de médecine Lyon-Est. Je participe à l'enseignement des échos. Je fais beaucoup de simulations basse fidélité, de la simulation moyenne fidélité. Je fais beaucoup de simulations haute fidélité avec les internes du DES d'anesthésie et réanimation, de la simulation in situ et de la formation médicale continue.
Du coup, moi, je vais vous parler de notre expérience sur l'apport et les limites de la simulation virtuelle en santé, essentiellement pour des étudiants en médecine, puisque c'est la population que je côtoie, pour développer à la fois ces connaissances. J'ai mis ça confiance, c'est une espèce de traduction du sentiment d'efficacité personnelle, self-efficacy feeling en anglais, dont on reparlera un peu, et puis peut-être du raisonnement clinique. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans du coup qu'on travaille avec Body Interact, mais je vous parlerai aussi d'autres logiciels. On travaille récemment avec Sim2C, qui est une autre boîte française basée à Toulouse, et puis après il y en a d'autres dont je vous ai mis les logos ici, comme le New England Journal of Medicine Killer, et puis un autre logiciel de Sim4Health. Donc il y en a pas mal en fait des logiciels qui ont fleuri, qui proposent pas mal de solutions, certaines qui ont des choses qui sont communes, d'autres pas. Donc on va essayer de parler de tout ça. J'ai pas de. Alors, voilà, je vais faire comme ça. Clac, pour pouvoir tout voir. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai pas de part dans aucune de ces boîtes-là, en dehors du fait que je participe à ce webinaire pour Body Interact et j'ai pas de lien d'intérêt. Et donc on pourra discuter d'autres logiciels et d'autres choses si vous le souhaitez. Et avant d'attaquer, je voulais juste vous poser quelques questions. Donc j'ai juste fait quelques questions avec WooClap pour savoir un peu qui vous êtes. Donc si vous pouvez rentrer dans votre navigateur, aller flasher le QR code avec votre téléphone ou aller sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Je vous laisse vous connecter pour pouvoir avoir quelques informations sur qui vous êtes. Sinon, c'est www.wooclap. Voilà, parfait, vous êtes tous arrivés. Donc, c'est juste pour savoir un peu, enseignants, c'est ceux qui sont ni médecins ni paramédicaux, mais que enseignants, parce que j'imagine que ceux qui sont là, vous faites tous de l'enseignement. Mais du coup, il y en a qui sont peut-être plutôt médecins, plutôt paramédicaux, plutôt qui font de la recherche en enseignement, ou alors qui sont impliqués dans les universités, mais qui n'ont pas directement de formation médicale. Là, j'ai 10 participants, on devrait en avoir un petit peu plus. Normalement, je crois que vous êtes 45 là. Donc je vous laisse un peu de temps pour répondre, juste pour avoir un peu une idée de qui vous êtes. Et encore une fois, le lien est dans le chat. Possible de remettre le QR code. Tout à fait possible de remettre le QR code. Je reviens sur le vote après. Voilà le QR code. Vous pouvez continuer à voter sinon. Voilà. Et je vous remets la question. Quatre enseignants de formation paramédicale, des enseignants paramédicaux. Ok, je vous laisse encore 1 ou 2 minutes, mais je vois c'est essentiellement des enseignants. Et puis après, il y a beaucoup de paramédicaux, un peu de médicaux. Moi, je vous parlerai de notre retour un peu après sur les étudiants en médecine. Sans doute qu'il y a des choses qui sont assez communes avec les étudiants dans les autres filières santé. Hein. Mais il y a beaucoup plus de logiciels qui sont disponibles pour les paramédicaux que pour les médicaux, je trouve. Enfin, beaucoup plus, il y en a un peu plus. Non, je voulais juste vous poser 2-3 questions avant de démarrer. Qui parmi vous a fait déjà de la simulation? Alors, simulation, ensemble de simulation, simulation in situ, simulation moyenne haute fidélité, peu de la simulation. À l'échelle générale, juste pour savoir qui est-ce qui s'intéresse déjà à ça et qui est-ce qui fait déjà ça, parce qu'il y a quand même pas mal de communautés en fait entre les différents outils de simulation, aussi bien dans la manière de construire ces scénarios que dans la manière de les utiliser. Donc, il y en a qui sont... Ah oui, je n'avais pas pensé aux techniciens en simulation, effectivement. Je vois qu'il y en a qui me mettent dans le chat qui sont techniciens en simulation. Je n'avais pas pensé à ça. Effectivement. Donc, vous faites de la simulation et vous êtes un peu enseignant. J'ai un pédiatre, CHU Guadeloupe, responsable de la simulation en pédiatrie. D'accord. Ok, donc vous avez essentiellement déjà fait de la simulation, mais pas tout de suite, j'ai dit. Excusez-moi, Là, et puis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé des outils de simulation virtuelle
/serious game, on verra. Moi, je préfère le terme simulation virtuelle ou simulation numérique que serious game, parce que pour en reparler, mais je trouve que ces outils-là, en dehors du fait qu'ils utilisent de l'environnement du jeu, ils n'ont pas grand-chose à voir avec un jeu. C'est partiellement ludique, ça demande quand même surtout pas mal de s'impliquer dedans. Donc oui, non, c'est un peu balancé. Et puis il y en a certains qui veulent s'y mettre. Et puis j'avais une petite question sur savoir qu'est-ce que vous attendez un peu de cette présentation, de ce workshop, s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde en particulier. Juste pour qu'éventuellement je m'y attarde s'il y a des éléments de la présentation qui font référence. Je vous laisse 30 secondes. Découverte, ok, découvrir ce que c'est. J'imagine que c'est les gens qui ont répondu non à la question d'avant. Je vais peut-être plutôt faire comme ça. Alors, on va avoir un retour d'expérience, un retour des utilisateurs. On va voir les avantages du matériel. Ouais, on reverra un petit peu différentes modalités d'utilisation, puis je vous ferai part de ce qu'on a fait nous et des difficultés qu'on a eues. Les avantages du matériel. Les applications en cardiopède. Alors moi, je ne suis pas cardiopédiatre, alors je pourrais vous parler des applications un peu plus générales en médecine, mais les applications spécifiques en cardiopédiatrie, on pourra en discuter, hein, mais ce n'est pas vraiment le cœur de ce que je fais. Les stratégies pédagogiques, ça, on va pas mal en parler. Les limites, je vous parlerai un peu des difficultés qu'on a rencontrées et de ce à quoi je pense qu'il faut faire attention. Les possibilités de création de scénarios et d'amélioration de scénarios, on pourra en parler. J'en ai pas parlé pendant mon topo, mais on pourra en discuter au fur et à mesure ou à la fin. On parlera un peu du raisonnement clinique et puis de qu'est-ce que ça implique. Donc l'ECMO, c'est quelque chose dont je ne vous parlerai pas. D'une part parce que moi, j'ai surtout travaillé avec des étudiants de 2e cycle là-dessus. J'ai fait un tout petit peu d'étudiants de 3e cycle, mais des internes d'anesthésie et réanimation, mais plutôt sur les scénarios de traumatologie et pas d'ECMO. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait des scénarios d'ECMO dans Body Interact et dans les autres outils que je connais, mais c'est possible d'en créer, j'imagine. Le coût, alors on pourra en parler. Je ne suis pas le meilleur placé pour vous en parler, puisqu'après, il y a des choses qui sont à négocier avec les industriels. L'intégration possible en formation, donc ça, on va en parler. ECMO, est-ce que c'est ECMO ou est-ce que c'est ECOS? Ok. Eh bien, écoutez, on va démarrer tranquillement avec tout ça. Clac. Donc, juste pour reposer un peu le cadre de l'enseignement en santé en général. Donc, globalement, quand on construit un enseignement, on essaie de se fixer des objectifs pédagogiques, de qu'est-ce qu'on aimerait que les étudiants acquièrent. Ensuite, on a une partie qui va quand même être de l'enseignement traditionnel, des cours magistraux ou alors des livres, ou ce que vous voulez comme enseignement de connaissances. Souvent, maintenant, on organise des enseignements dirigés, des TP, pour contextualiser un peu ces connaissances dans l'enseignement traditionnel. Les étudiants, ils vont en stage, quelle que soit leur filière santé, pour faire du compagnonnage et pour mettre du contexte dans les connaissances. Et puis maintenant, il y a quasiment toutes les universités qui utilisent des outils de simulation pour ne pas pratiquer la première fois chez le patient, pour pouvoir répéter, pour pouvoir travailler en équipe, en contexte ou hors contexte, avec la simulation procédurale, in situ, ensemble de simulation. Et puis, depuis quelques années maintenant, depuis plus longtemps pour certaines universités, on met en place les ECOS, essentiellement parce que maintenant, ça va faire partie de l'évaluation finale. Mais dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas vraiment une méthode d'évaluation, mais plus une méthode de formation. Et donc, en fait, un outil qu'on utilise pour travailler les compétences sous forme de scénarios de simulation, en fait, assez courts, enfin plus ou moins courts. Donc, ECOS, examen clinique à objectifs structurés. Donc, c'est des objectifs particuliers attachés à une situation de départ. Et puis enfin, l'idéal, c'est d'avoir une évaluation qui soit en lien avec nos objectifs. Et donc, les connaissances sont évaluées au cours de l'examen dématérialisé national, et puis les compétences sont évaluées sous forme d'ECOS aussi de manière nationale. Alors du coup, nos enseignements, on essaye qu'ils répondent un petit peu à ces objectifs FAST,
c'est-à-dire qu'ils aient du feedback, que l'étudiant soit actif, que ce soit un enseignement qui soit individualisé, et puis relevant, qui soit important pour l'étudiant et donc qui réponde à nos objectifs et à la manière dont les étudiants vont être évalués à la fin. Donc on pourra en discuter, mais vous verrez que les outils de simulation virtuelle, ils répondent à pas mal de ces prérequis, dans le sens où ils ont quasiment tous maintenant, tous les logiciels, une certaine forme de feedback qui peut être adapté par l'enseignant en fonction de ce qu'on veut. L'étudiant, il va être actif pendant qu'il va faire le scénario. Le feedback il peut être plus ou moins individualisé, mais en tout cas, l'étudiant va avoir un retour individualisé sur ses compétences. Et puis après, il s'agira d'individualiser le parcours, et ça, on pourra en reparler. Et puis, relevant, ça, on pourra en parler. Parfois, ça peut avoir quelques limites. Il ne faut pas croire que tous ces outils-là soient des jeux où les gens vont se connecter et jouer pour le plaisir, parce que ce n'est pas vrai. Ensuite, je voulais vous parler un peu du raisonnement clinique, parce que là-dedans, ça apparaît pas vraiment. Mais finalement, c'est quand même ce qui nous intéresse, en plus des connaissances et des compétences, c'est que nos étudiants ils soient capables, à partir de données de départ, d'arriver à construire un raisonnement. Et du coup, ça, c'était une publication du New England qui fait référence et qui a servi de base un peu à construire leur logiciel de simulation virtuelle, qui est le New England Journal of Medicine Health, et qui part du postulat justement que notre raisonnement clinique par compagnonnage et juste avec les connaissances théoriques, en fait, il met beaucoup de temps à se construire et que le fait de pouvoir s'entraîner de nombreuses fois avec nos outils de simulation et notamment de simulation virtuelle, ça permet de gagner rapidement de l'expérience et du raisonnement clinique, même si c'est dématérialisé. Et donc, je vous en reparlerai un petit peu. Donc, ce dont on va parler, c'est d'un outil de simulation qui va s'intégrer dans un curriculum et qui est alors ce qui avait été appelé Serious Game, mais je trouve que c'est un terme qui est mal propre et donc je parlerai de simulation virtuelle. On peut parler aussi de simulation numérique, comme vous voulez, de simulation dématérialisée. Voilà. Mais ça reste un outil de simulation en santé qui va nous permettre de travailler les connaissances, les compétences et le raisonnement clinique. Et le raisonnement clinique, lui, il est évalué à la fois sur les connaissances, puisque dans l'EDN, on va avoir des cas cliniques progressifs ou des dossiers cliniques de cours, et puis on va avoir des échos. Donc, dans ces deux domaines d'évaluation, le raisonnement clinique, il va avoir un intérêt. Globalement, je vous livre ma vision un peu des choses, des différents logiciels qui sont disponibles. Vous trouverez peut-être d'autres façons de les classer, mais je trouve que globalement, il y a un peu deux façons de construire les logiciels et les scénarios, et du coup, deux types de logiciels un peu différents, même si les deux se recouvrent pas mal. Hein. Il y a des logiciels qui ont été construits sans doute par des gens qui viennent de la simulation haute fidélité, et du coup qui ont plus trait à ce type d'outils, c'est-à-dire qu'on va construire un objectif général et spécifique de notre scénario ou de notre session de simulation. On va choisir une situation de départ, comment est-ce qu'on l'évalue, et puis ensuite une évolution un peu attendue en fonction de la prise en charge. Là, du coup, c'est un peu les algorithmes d'intelligence artificielle dont vous parlait Jérôme tout à l'heure. Et puis ensuite, à un moment où on dit le scénario s'arrête, soit parce qu'il y a un temps défini, soit parce qu'il y a des objectifs du scénario qui sont atteints, soit parce que l'étudiant décide de s'arrêter. Et puis ensuite, on va avoir un débriefing ou un feedback. Donc ça, c'est vraiment exactement comme si on construisait un scénario de simulation moyenne ou haute fidélité pour tous ceux qui en ont déjà utilisé. Et donc, c'est le cas de Body Interact, c'est le cas de Sim4Health qui fait des choses pour les médecins et pour les paramédicaux, par exemple. Il y en a d'autres. Hein. Je vous ai mis ces deux-là parce que c'est les deux que je connais le plus, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres simulations, simulateurs de ce type-là. En Allemagne, ils ont aussi un simulateur, je crois, dans la faculté d'Hambourg qui est un peu construit pareil. Et puis ensuite, il y a des outils de simulation qui vont plus travailler sur le raisonnement clinique, alors qui sont peut-être un peu moins immersifs. Mais alors, si vous avez des questions, posez-les sur le chat parce que je ne peux pas vous entendre. Tous vos micros sont coupés. Hein. Je veux bien. Voilà. Donc,
Ceux qui sont construits plus sur le raisonnement clinique, c'est pareil, c'est de la simulation. Ils partent d'une situation de départ. Les environnements sont parfois un peu moins immersifs. Et en fait, la construction est un peu différente. C'est-à-dire qu'à partir de cette situation de départ, on va demander à l'étudiant de verbaliser ou de formaliser, voilà, ces hypothèses, ces diagnostics différentiels. Un peu comme quand nous, on en reçoit un patient en consultation ou aux urgences ou ailleurs, on a un motif de consultation, puis dans notre tête, on va tout de suite se dire, bah voilà, ça peut être ça, 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 ça. Et ensuite, l'étudiant, il va faire une investigation clinique, éventuellement paraclinique et autres. Et ensuite, on va lui demander de formaliser un peu son raisonnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui met en faveur ou en défaveur de telle hypothèse pour arriver à un diagnostic final. Du coup, là, je vous ai mis en bas à gauche un peu un des écrans du New England Journal of Medicine Killer, où vous avez sur l'écran de gauche une liste de choses qui ont été demandées à l'interrogatoire, à l'examen. Et puis ensuite, vous avez une colonne par hypothèse, et puis vous allez mettre c'est plutôt en faveur, plutôt en défaveur, plutôt neutre. Signe toussé que je vous ai mis à côté, c'est un peu la même façon de réfléchir, il va vous demander ça. Et puis à la fin, en fait, vous pourrez vous confronter au raisonnement de l'expert et regarder est-ce que vous avez réfléchi un peu pareil, quel était votre chemin de pensée, et puis voilà. Donc, c'est un peu une philosophie différente, je trouve, même si dans les deux cas, on travaille le raisonnement clinique et on travaille un peu une mise en situation de nos connaissances. Donc, je vous ai dit que ça remplissait à peu près toutes les cases du feedback activity. Individualization, je vous en reparlerai, ce n'est pas forcément toujours très individualisé. Hein. Vous avez une liste de cas cliniques qui vont être les mêmes pour tous, mais merde. Son intérêt par rapport à la simulation de fidélité. Eh bien, on va en reparler. J'essaye de revenir là. Voilà. Donc, c'est plus ou moins individualisé. Et c'est vrai que par rapport à la simulation de fidélité, typiquement, bah, c'est beaucoup moins individualisé. Même le feedback est moins individualisé. Vous allez avoir un feedback général, quelques éléments qui vont se rapporter à la performance, mais c'est moins individualisé. Et la pertinence pour l'étudiant, bah, on va dire que ça dépend vraiment comment est-ce qu'on intègre dans le curriculum. Ensuite, l'utilisation, dans beaucoup de publications qui ont été faites, l'utilisation, elle se fait souvent de manière supervisée. Donc, soit au cours de TP ou d'enseignement dirigé, soit au cours de sessions d'une période donnée, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, un mois, où on va demander aux étudiants de s'entraîner sur le simulateur, et puis après, on viendra leur faire un retour, ou les évaluer, ou revoir des choses avec eux. Donc, de manière plus ou moins supervisée. Ensuite, je vous présenterai les données de nous, ce qu'on a fait l'année dernière en autonomie, c'est-à-dire qu'on a donné accès aux étudiants aux licences, avec un groupe de scénarios quand même qu'on a sélectionné, et puis on les a laissés s'entraîner en fait, en totale autonomie. Et puis ensuite, il peut y avoir des modes mixtes un peu, vous pouvez vraiment organiser les choses comme vous m'entendez. Alors, on sait que ces outils de simulation, ils sont toujours vraiment très efficaces sur la satisfaction. Les gens sont toujours très satisfaits d'utiliser ces outils. Ça permet de réduire l'anxiété et le self-confidence ou self-efficacy feeling ou confiance en soi, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on est capable, ou on se sent capable de gérer une situation. Donc ça, c'est comme la simulation, ça marche bien pour ça. C'est très efficace pour s'entraîner à l'utilisation de checklists ou d'algorithmes. Après, en termes de compétences et de connaissances, les données, elles sont un peu plus partagées. Alors, les études sont très hétérogènes, souvent pas toujours de très bonne qualité, et du coup, c'est un peu difficile de conclure, mais par rapport à un enseignement traditionnel, c'est pas évident. Ce qui a de ressortir, c'est que plus on est actif, plus c'est efficace. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Sans doute qu'un des avantages pour répondre à une des questions de tout à l'heure par rapport à la simulation de fidélité, c'est que vous verrez que nous, on l'a utilisé en autonomie, par exemple. Ça demande beaucoup moins de ressources humaines parce que vous pouvez donner accès à 600 étudiants d'un seul coup à un groupe de scénarios avec un feedback automatique par le logiciel. Et du coup, quand vous travaillez en totale autonomie et pas sous forme supervisée ou en enseignement dirigé, eh ben, vous avez une puissance un auditoire en fait qui est beaucoup plus large qu'en simulation de fidélité,
où bah, vous avez quand même peut-être 3 enseignants pour une dizaine d'apprenants, quoi. C'est pas tout à fait le même ratio. Donc nous, utiliser 15 nous, comment est-ce qu'on a voulu, quelles sont les questions qu'on s'est posées en fait? On s'est demandé si la simulation virtuelle, elle allait permettre aux étudiants d'améliorer leurs connaissances, d'améliorer leur confiance en soi sous forme de self-efficacy feeling, où on peut mettre sur une EVA, en fait, sur une ligne, à quel point on se sent capable de gérer une situation très précise. À quel point est-ce que vous vous sentez capable de gérer une femme de 45 ans qui a perdu connaissance sur le trottoir le matin en sortant du bureau. Et puis, ensuite, on s'est posé la question dans une autre étude sur est-ce que ces outils de simulation virtuelle ils permettaient aux étudiants d'améliorer leurs compétences qui étaient évaluées avec les ECOS, puisque du coup, à l'Université de Lyon, depuis 2 ans, on a commencé à faire des ECOS, enfin depuis l'année dernière, on a commencé à faire des ECOS facultaires évaluatifs. Voilà. Et on a utilisé ces logiciels de manière supervisée ou non supervisée. Alors ça, c'est la première étude qu'on a faite il y a plus de 2 ans, qu'il faut qu'on finisse de publier, enfin qu'on soumette, qui était un travail qu'on avait fait sur des étudiants en médecine entre leur 4e et leur 6e année, dans un module optionnel d'urgence. Et on avait un groupe d'étudiants, 147 étudiants qui étaient là, et donc qui ont participé à ça. C'était pendant la période Covid et du coup, on ne pouvait pas leur faire les TP qu'on leur faisait d'habitude. Et donc, à la place des TP, eh ben, on avait décidé de mettre en place, c'était un peu notre première expérience vraiment d'utilisation de Body Interact. À l'époque, Body Interact était en anglais et pas en français. Et puis, il y avait quasiment que des scénarios, enfin, il n'y avait que des scénarios d'urgence, il n'y avait pas de scénario de consultation. Et du coup, on avait sélectionné quelques scénarios d'entraînement, et puis ensuite, on avait réparti les scénarios en différents groupes selon leur thématique. Il y avait plutôt de la détresse respi, plutôt de l'insuffisance cardiaque, plutôt de la douleur thoracique. Voilà. Il y avait différents groupes. Et puis, comme il y avait du coup, on pouvait évaluer leur connaissance et leur confiance en soi dans ces différents champs, on avait essayé de faire un ici, après, avant, ailleurs, pour pouvoir comparer un peu les choses. Donc, ce qu'on a pu voir, donc on leur a posé 3 questionnaires. Un questionnaire à Q0 avant de commencer à lancer la simulation. Un questionnaire au bout d'une semaine où du coup, il y avait la moitié des étudiants qui s'étaient entraînés sur la moitié des scénarios, puis l'autre moitié sur l'autre moitié. Un troisième à la fin des 2 semaines où tout le monde s'était entraîné sur tous les scénarios. Et puis un troisième questionnaire je crois que c'était 1 mois pour voir un peu la rétention. Comme c'était entre guillemets supervisé, c'est-à-dire qu'on leur demandait de le faire, ils n'avaient pas le choix, ça faisait partie de leur enseignement, on avait un très bon taux de participation. À Body Interact, ils n'avaient pas le choix. Et au questionnaire, on avait 80 à 86% de réponses au questionnaire, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ce qu'on voit, c'est que globalement, si on prend le score de tous les questionnaires, donc c'était des QCM pour évaluer les connaissances, sur à peu près tout ce qui était brossé dans les thématiques de l'urgence. On voit que globalement, au cours de leurs 2 semaines d'apprentissage, en tout cas d'entraînement sur le logiciel de simulation, ils ont amélioré leurs connaissances. Un des biais, c'est qu'ils ont tout à fait pu s'entraîner aussi et revoir leurs cours en même temps. Hein, donc, ce n'est pas uniquement l'effet de la simulation. Et ce qu'on voit, c'est qu'à 1 mois, quand on leur redemande, ça reste un peu dans le temps. On n'a pas pu voir d'effet spécifique de la thématique, c'est-à-dire que s'entraîner sur des scénarios d'OAP améliore les connaissances de l'OAP, par exemple. Ce n'était pas significatif. Et ce qu'on voit, c'est pareil, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils s'entraînent sur le logiciel, c'est qu'ils améliorent leur self-efficacy feeling, c'est-à-dire la façon dont ils se sentent capables de résoudre une situation. Et ça reste, il y a une certaine forme de rétention à distance. Et puis, il y avait des situations où c'était plus ou moins efficace. Donc, par exemple, l'asthme, on voit que rapidement, il gagne en connaissance et puis il gagne en confiance en eux. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur certaines sous-catégories comme l'asthme, par exemple, et ben en fait, ceux qui s'étaient entraînés sur des scénarios avaient plus gagné confiance en eux que ceux qui ne s'étaient pas entraînés sur les scénarios d'asthme. Donc, il y a vraiment un effet spécifique de s'entraîner sur un scénario en relation avec cette thématique-là. À l'inverse, pour les syncopes,
En fait, on voit qu'au début, ils se sentaient hyper capables de résoudre les situations de syncope. En fait, ils avaient des connaissances assez basses. Et au fur et à mesure qu'ils s'entraînent, on a un peu l'inverse. C'est comme s'ils déchantaient un peu, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas très bons et qu'après, ils regagnent. Donc, en fonction des thématiques, on a des effets un peu différents et puis des thématiques pour lesquelles il n'y avait pas particulièrement d'effets significatifs. À ce moment-là, on s'est intéressé aux compétences. Alors, on n'avait pas d'évaluation des compétences réelles, c'est-à-dire des compétences en situation, soit en stage, soit aux écos. Mais quand on regarde les compétences sur l'outil Body Interact, donc Jérôme vous a présenté tout à l'heure que dans le feedback qu'avaient les étudiants et auquel nous, on a accès aussi, on a des scores. Donc, on a leur score maximal. On a un penalty score, qui est le score avec un certain niveau de pénalité s'ils ont coché sur tous les examens complémentaires, par exemple. Et puis des scores d'examen physique, d'examen paraclinique et autres. Et on voit que sur leur score maximal, par exemple, plus ils répètent les scénarios et plus ils s'entraînent, plus ils sont bons. Il y a sans doute un effet d'utilisation de la plateforme. Et puis, il y a aussi un effet de s'entraîner sur la thématique. Mais bon, par contre, à ce moment-là, on ne savait pas quels étaient les effets sur les performances, ou en tout cas sur les performances cliniques réelles. S'il y a une personne en salle d'attente, il faut que les autres, je ne sais pas, Jérôme l'accepte, par exemple. Donc ensuite, dans un deuxième temps, fort de ce constat, on s'est dit, du coup, ça a l'air vachement intéressant pour les étudiants, pour les faire progresser. Et du coup, on va voir, est-ce qu'on peut le mettre à disposition des étudiants pour s'entraîner aux écos. Donc les écos, ils ont facultaire, où ils sont évalués sous forme d'entraînement, en fait, mais à la fac. Ils ont démarré à Lyon l'année dernière, et donc en novembre et en mai. Et pour les écos du mois de mai de l'année dernière, donc de mai 2022, on avait mis à disposition quelques mois avant, un ou 2 mois avant, des licences de Body Interact avec des groupes de scénarios qui étaient liés ou pas aux écos. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas de scénario de consultation, donc on avait quasiment que des scénarios d'urgence. Et puis la plateforme n'était pas encore accessible en français, du coup elle était en anglais. À l'époque, les étudiants nous avaient dit que ça ne leur pouvait pas poser trop de soucis, donc on était quand même parti là-dessus. Et du coup, ils avaient eu 2 mois pour s'entraîner avant leurs échos sur, on avait à peu près 60 scénarios répartis en différentes thématiques que je vous ai mis là. Donc, il y avait de la cardiologie, de l'endocrinologie, de l'infectieux, de la médecine interne, de la pneumo et quelque chose que j'avais classé un peu comme urgence. Bon. Au total, vous voyez, on a eu à peu près 43% de participation, ce qui est... Là, les étudiants étaient en complète autonomie, c'est-à-dire qu'on les avait informés sur le blog de l'université, on leur avait envoyé un mail sur leurs adresses personnelles et on leur avait dit, voilà, on leur a présenté le projet, les résultats qu'on avait un peu avant, ce qu'on attendait comme bénéfice pour eux potentiel. Et puis, on leur a dit, voilà, vous avez accès à ça, connectez-vous. On leur a fait une vidéo un peu tutoriel pour leur expliquer comment on utilisait l'outil, et puis c'était parti. On a 45% d'utilisation, ce qui n'est pas si mal pour l'utilisation en autonomie, mais ce n'est pas non plus complètement dément. Ce n'est pas les 80 ou 100% d'utilisation qu'on avait pour de l'utilisation complètement supervisée. Et ce qu'on voit, c'est que, donc là où il y a le graphique du nombre de connexions dans les 2 mois qui précèdent les écos, on a un peu de connexions au début. Ensuite, on envoie un nouveau mail en leur disant « Oh, et n'oubliez pas, vous avez ça ». Donc, on voit un peu de connexion au nouveau mail. On recommence ça quelques semaines après. À nouveau, ils se reconnectent. Et puis, avant les échos, ils disent « Oula, oula, il faut vite que je me connecte parce qu'il faut que je m'entraîne sur mes échos ». Et là, on a un pic de connexion juste avant les échos. Et globalement, est-ce que je vous le présente après? Non. Ce qu'on voyait, c'était qu'en fait, ils s'étaient entraînés sur 1 ou 2 fois par scénario, mais il n'y avait pas eu beaucoup de répétitions parce qu'ils n'avaient pas vraiment eu le temps. Ils n'avaient pas encore bien perçu, je pense, l'utilité de l'outil et comment on l'utilisait. Donc, nos échos, ils sont faits comme ça. Les étudiants, ils arrivent par groupe de 5. On a un circuit de 5 stations. Et puis, ils rentrent, ils se mettent chacun face à une station. Et toutes les 7 minutes, donc la station dure 7 minutes, toutes les 8 minutes, ils tournent. Et du coup, en 50 minutes, ils sont passés sur les 5 stations et ils ressortent. Et donc, à la fin, on leur a fait passer un questionnaire
avec des questions relatives à ce projet pour voir comment est-ce qu'ils l'avaient perçu, est-ce qu'ils avaient des difficultés, est-ce qu'eux, ils ont eu l'impression que ça leur a permis de moins stresser ou de mieux performer ou de s'améliorer. Parmi les choses qui les ont gênés, il y avait le fait que ce soit en anglais. Alors, si la dernière fois, ça n'avait pas trop gêné les gens, de la semaine a été mesurée à distance des séances, 6 mois ou 1 an, par exemple. Non, on n'a pas fait de mesure à distance 6 mois ou 1 an, par exemple, avant. On a fait une mesure à 1 ou 3 mois, je ne sais plus, et où on avait de la rétention à 1 ou 3 mois. Et là, pour ce travail-là, comme c'était au mois de mai dernier, on n'a pas fait de mesure à distance pour le moment. Mais par contre, on a une mesure des performances au moment des échos, ce que je vais vous présenter. Donc, il disait que le langage en anglais leur a posé pas mal de soucis, contrairement à ce qu'on avait eu avec le groupe d'étudiants précédent. Et du coup, le fait que le logiciel a été traduit en français, je pense que c'est une vraie amélioration et que ça va faciliter les choses pour pas mal d'étudiants. Il y avait le fait que ça se rajoutait en plus de leur travail individuel et donc qu'ils n'avaient pas le temps de s'entraîner, qu'ils n'avaient pas eu des bons retours d'autres étudiants qui n'avaient pas aimé ça, et puis qu'ils avaient oublié, c'était passé comme ça, ils avaient oublié. Globalement, on a quand même un peu plus de... Si on leur demandait, pour ceux qui l'ont utilisé, donc les 43% qui l'ont utilisé, s'ils le recommanderaient à un collègue, globalement, ils sont à 60 sur 100, plus de 50% sur 100, donc plutôt favorable. Ils ont trouvé que le réalisme était pas mal, l'immersion aussi, même si c'est assez dispersé, hein, il y a quand même des gens qui n'étaient pas emballés, mais globalement, on avait des meilleurs scores sur la partie supervisée, où on les avait vraiment encadrés, coachés, entraînés, obligés à faire le truc. Alors que là, et surtout, ils avaient répété et refait beaucoup de scénarios dessus. Alors que là, comme on l'a laissé en totale autonomie, ils ont fait 1 ou 2 ou 3 scénarios, et du coup, c'était un peu plus balancé, un peu moins. Donc, c'est ce qu'on voit là. On voit qu'on a essentiellement 1 à 2 répétitions de scénarios par étudiant. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que 1 à 2 connexions par scénario. Donc, ils ont quand même tous fait plusieurs scénarios. Et puis, ce qu'on voit, c'est que globalement, comme pour le groupe précédent, plus ils s'entraînent, plus ils performent sur le jeu. Bon, là, et ça marche aussi par thématique. Pas de grosses nouveautés, hein. Plus on répète sur la plateforme, plus on performe. Après, quand on avait regardé globalement le score global qu'ils avaient aux Ecos par rapport au nombre de connexions globales sur Body Interact, aucun effet. On s'est dit, OK. Ça n'a pas été magique non plus. Mais quand on a regardé quand même les scénarios d'Ecos qu'on avait pour les étudiants de 4e année, c'était beaucoup les scénarios de consultation. Et du coup, à ce moment-là, Body Interact n'avait pas de scénario de consultation. Et finalement, on n'avait que 2 thèmes qui étaient abordés dans Body Interact. Donc, parmi tous les scénarios des Ecos qu'on avait eus, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des thèmes concordants avec ce qu'ils avaient fait sur le logiciel de simulation virtuelle. Et donc, sur les 580, un peu plus de 500 étudiants, il y en avait 60 qui s'étaient entraînés sur des scénarios de Body Interact qui étaient en lien avec les scénarios qu'ils avaient eu aux Ecos. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui fait quand même 60 étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces scénarios qui étaient en lien avec les Ecos, donc c'était des scénarios de détresse respiratoire et puis d'hypertension artérielle. On voit, quand on regarde le graphique de gauche, que le score que les étudiants avaient sur les autres scénarios, en bleu, il était plus important. Les scores étaient sur 40, hein, on pouvait avoir un maximum 40, ça faisait une note sur 40, donc 20 sur 40, c'est la moyenne. On voit qu'en bleu, en fait, ils étaient meilleurs que sur ces scénarios-là, quand on prend les 500 étudiants. Donc, ça avait l'air d'être des scénarios qui étaient quand même globalement un peu plus durs que les autres, pour eux. Et quand on regarde les notes des étudiants qui se sont entraînés à Body Interact, donc les 60 versus les autres, donc 0, c'est tous les étudiants, on voit que ceux qui se sont entraînés sur Body Interact, en fait, ils ont des performances aux Ecos qui sont un peu meilleures quand même. Et donc, plus on s'entraîne, ils ont l'air de performer un peu mieux. Donc, quand on s'entraîne, ce qu'on a retiré comme message, c'est que quand on s'entraîne sur des scénarios de simulation virtuelle qui sont concordants avec notre évaluation, les étudiants gagnent en compétences. Ça paraît logique, hein, dit comme ça, mais c'est toujours bien de le montrer. Ça veut dire aussi
que mettre à disposition des étudiants des scénarios de simulation virtuelle qui ne sont pas en concordance avec l'évaluation qu'il y a à la fin n'a pas de bénéfice sur l'évaluation de la fin, et donc les étudiants ne s'intéresseront pas vraiment au logiciel. Et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu une adhérence massive des étudiants, c'est qu'ils disaient que c'était beaucoup de scénarios d'urgence et que ça ne correspond pas trop à ce qu'ils font aux écos. En tout cas, en DFA SM1. Donc voilà un peu le retour qu'on avait. Je vais arriver un peu au bout de ma présentation, donc après on pourra discuter, je pourrai répondre à vos questions. Donc globalement, quand on a un curriculum comme ça, dans lequel on intègre de la simulation virtuelle, les connaissances, elles sont surtout acquises sur de l'enseignement traditionnel, et puis plus on va arriver vers de l'enseignement participatif et de la simulation, on va rappeler les connaissances, mais c'est vraiment pas là qu'on va travailler et acquérir les connaissances. En revanche, les compétences, elles vont être acquises plutôt sur de l'enseignement participatif, en stage et en simulation. Et le raisonnement clinique, finalement, on va l'acquérir un peu aux différents moments de cet enseignement, avec différentes parties en fonction de nos objectifs. Et donc, on a vu que la simulation virtuelle, ça nous permettait d'améliorer un peu nos compétences, parce que malgré tout, sur les feedbacks, tout ça, on va revoir nos connaissances. Ça nous permettait d'améliorer nos compétences aux écos, à condition que nos scénarios de simulation soient en accord avec les écos qu'on utilise pour l'évaluation et avec nos objectifs pédagogiques. Donc, il faut vraiment que ça s'intègre dans un curriculum. Et ensuite, le règlement clinique dont on parlait, qui a l'air d'être un peu le Graal qu'on cherche en plus des compétences, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'évaluation encore de ce raisonnement clinique, et ce n'est pas si simple à modéliser et à voir comment est-ce que les étudiants peuvent améliorer ça. Et je pense que ce sera un des objets des prochains travaux et des choses qu'on pourra mettre en place. Donc, pour conclure, la simulation virtuelle, ce n'est pas un jeu. Ce qu'on voit, c'est que quand on donne le logiciel accessible en notre totale autonomie aux étudiants, en fait, ils se connectent un peu, mais ça ne les fait pas rêver, quoi. Ils ne jouent pas à Mario Kart. Donc c'est vraiment un outil de simulation et c'est de l'enseignement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas si ludique que ça. Ensuite, ça permet d'améliorer la confiance en soi, la manière dont on a confiance en la résolution d'une situation. Ça permet d'améliorer les connaissances et le feedback. Il faut bien qu'il y ait un alignement entre les objectifs, les scénarios et l'évaluation. Et puis, le raisonnement clinique, c'est un peu ce qu'on verra dans les années à venir, je pense. Nous, nos projets et la manière dont on va intégrer ça dans notre curriculum, je vous ai mis en haut à droite la manière dont sont organisées les études de médecine. Vous avez la PACES, ensuite vous avez le deuxième cycle des études médicales, dont on peut accéder soit par la PACES, soit par d'autres licences santé ou hors santé. Ça fait un socle de 3 ans. Et puis ensuite, vous avez à nouveau un deuxième socle de 3 ans, de deuxième cycle, 1, 2, 3. À Lyon, nos écos évaluatifs ils démarrent en DFA SM1, puis en DFA SM2. Et à la fin, de manière nationale, les connaissances sont évaluées en début de DFA SM3 et les compétences sous format d'écos en fin de DFA SM3. On a fait le choix cette année d'utiliser un logiciel qui est plutôt axé sur le raisonnement clinique et qui s'appelle Sim2C, qui est développé par une boîte de Toulouse en partenariat avec l'Université de Toulouse. Peut-être certains d'entre vous font partie. Et qui travaille vraiment le raisonnement clinique avec des scénarios plutôt de consultation, un petit peu les connaissances, et du coup, on va évaluer si on a aussi une amélioration de ce qu'on avait observé et de comment est-ce que les étudiants changent ou améliorent leur raisonnement clinique, en tout cas comment ils raisonnent. Un peu moins immersif, des scénarios plus simples, mais j'ai trouvé que ça répondait plus aux attentes qu'on avait de la part des DFA SM1. Et ensuite, on avait conservé Body Interact avec un groupe de un peu plus de 60 scénarios regroupés en différentes thématiques qui permettent de travailler les stratégies de prise en charge avec des scénarios plus riches, plus évolutifs, pour travailler à la fois des cas cliniques et des connaissances, et puis des compétences pour les étudiants de DFA SM2 et 3 qui sont un peu plus avancés dans leur cursus. Voilà, je vous remercie.